Je m'appelle Marion Belloni, je travaille au laboratoire d'épidémiologie des rayonnements ionisants à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et je travaille sur la multi-exposition sur la cohorte française des mineurs d'uranium. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la régression sur profil d'exposition bayésienne avec une application en épidémiologie des rayonnements ionisants. Donc, les cancers sont des pathologies qui sont chroniques et multifactorielles, qui résultent d'une combinaison de facteurs de risque qui peuvent être à la fois génétiques, environnementaux et aussi comportementaux. Et tous ces facteurs de risque peuvent agir simultanément, mais également interagir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à l'exposome, qui est l'ensemble des expositions non génétiques, c'est-à-dire environnementales et comportementales. Et en épidémiologie, c'est pour cette raison que si on veut estimer un risque de cancer ou alors même prédire un risque de cancer, c'est intéressant de prendre en compte correctement ces multiples facteurs de risque. Et pourtant, en général, les études épidémiologiques cherchent souvent à isoler l'effet d'un seul facteur de risque en contrôlant éventuellement plusieurs autres facteurs, mais en se concentrant sur un seul et pas sur la combinaison de tous ces facteurs de risque. Il y a une difficulté majeure en situation de coexposition quand on veut prendre en compte l'ensemble de ces facteurs, c'est que ces facteurs de risque peuvent être corrélés entre eux. Et donc, on est face à un problème de multicolinéarité. Et si on utilise plutôt naïvement un modèle de régression multiple, les estimateurs qu'on obtient peuvent être instables et donc complètement non interprétables. Et on a aussi des intervalles de confiance qui peuvent être beaucoup plus larges et donc on perd de la puissance statistique. D'où l'intérêt d'utiliser des méthodes plus adaptées aux situations de multicolinéarité. Il existe déjà plusieurs méthodes, des méthodes de sélection de variables, de réduction de dimensions et autres approches, par exemple des algorithmes de machine learning. Nous, on a choisi d'utiliser le modèle de mélange par régression bayésienne sur profil d'exposition qui nous permet d'estimer un risque de décès par cancer à partir de données de survie censurées, mais surtout avec des covariables qui sont fortement corrélées, mais aussi en nombre réduit. Parce que, par exemple, la sélection de variables permet de réduire le nombre de covariables, alors que nous, on souhaite toutes les conserver. Il y a déjà un package R qui existe, le package Premium, qui permet l'estimation de ces modèles. Le problème de ce package, dans notre cas, c'est que le modèle de survie en excès de risque instantané, qui est un modèle qu'on utilise très classiquement en épidémiologie des rayonnements ionisants, ce n'est pas une option possible de ce package. Donc, nous, on ne pouvait pas l'utiliser. Et un autre problème, c'est que dans ce package, on ne peut pas prendre en compte les erreurs de mesure sur les expositions, ce qui est un objectif à plus long terme. Donc, notre objectif, c'est d'étendre ces modèles à des données de survie qui sont censurées et qui suivent un modèle en excès de risque instantané. Notre cas d'étude sont les mineurs d'uranium. On cherche à estimer le décès par cancer du poumon chez ces mineurs d'uranium français qui sont exposés de façon chronique et simultanée dans le cadre de leur activité professionnelle, qui sont exposés donc au radon, qui est un gaz radioactif, mais également aux poussières d'uranium et au rayonnement gamma. Et pour étudier ce risque de décès par cancer du poumon, on utilise la cohorte française des mineurs d'uranium français, qui correspond à tous ceux qui ont travaillé en tant que mineurs d'uranium pendant au moins un an et qui ont été embauchés à partir de 1955, après 1955, parce que c'est à partir de 1956 qu'on a des données d'exposition sur les 3 sources de rayonnement ionisant. Et pour l'instant, la plupart des études épidémiologiques sur cette cohorte s'intéressent principalement au radon, même s'il y a d'autres études sur les autres expositions qui ont été faites. Le focus est très principalement sur l'exposition au radon. Là, c'est juste 3 graphiques qui montrent rapidement qu'on a un problème de corrélation entre ces covariables, parce que j'ai représenté le radon en fonction de l'exposition au rayonnement gamma, les expositions aux poussières d'uranium en fonction de l'exposition au rayonnement gamma, et enfin, le radon en fonction de l'exposition aux poussières d'uranium. Et on voit qu'il y a clairement une tendance qui se dessine, donc on a une forte corrélation entre ces 3 expositions. Et si on calcule très naïvement, enfin assez naïvement, les estimateurs de risque dans des modèles univariés, c'est-à-dire avec une seule exposition à la fois, ou alors trivariés quand on met les 3 expositions dans le même modèle, on voit que dans un cas univarié, systématiquement, on a des estimateurs de risque qui sont positifs et statistiquement significatifs, alors que dans le modèle trivarié, plus aucun n'est statistiquement significatif. On a même certains estimateurs, par exemple pour les poussières, qui deviennent négatifs, même si non significatifs. Donc ça montre l'instabilité de nos coefficients de risque et la perte de puissance statistique.
Donc voilà, je vais vous présenter succinctement le modèle de régression sur profil d'exposition. L'idée de ce modèle, c'est de créer des groupes de mineurs d'uranium qui se ressemblent, c'est-à-dire qui ont des caractéristiques d'exposition proches, mais aussi un risque de décès par cancer du poumon qui est proche. Tout ça, ça correspond au profil du mineur. Et il y a c'est un modèle hiérarchique qui se compose de 3 sous-modèles. Un premier sous-modèle qui est le sous-modèle de maladie, qui modélise le lien entre l'âge au décès par cancer du poumon et le risque de chaque groupe. C'est-à-dire qu'on n'a plus un risque individuel, mais un risque au niveau du groupe. Et ça signifie également que si 2 individus sont dans le même groupe, ils ont exactement le même risque de décès par cancer du poumon. Il y a ensuite le sous-modèle d'exposition qui modélise les caractéristiques d'exposition au sein de chaque groupe. Et pour nous, l'ensemble des caractéristiques qu'on a utilisées dans cette étude, c'est les expositions cumulées au radon, au rayonnement gamma et aux poussières d'uranium. On a vu que c'était les 3 expositions très, très fortement corrélées. Mais aussi, on a utilisé l'âge à la première exposition, le type de poste, la mine pendant laquelle ils ont travaillé, mais également la durée d'exposition pendant le temps pendant lequel ils ont été exposés. Et enfin, un troisième sous-modèle, c'est le sous-modèle d'attribution. Ce sous-modèle permet de modéliser la probabilité d'appartenance à chaque groupe pour chaque mineur. Et ça a été modélisé par un processus de Dirichlet qui est tronqué de paramètres alpha. Et je vais reparler du paramètre alpha juste après. Ce sous-modèle d'attribution, son intérêt, c'est qu'il permet d'estimer le nombre de groupes de mineurs dans notre cohorte et pas de le choisir arbitrairement. Donc ça, c'est un modèle qu'on a inféré à l'aide d'un algorithme MCMC qu'on a codé nous-mêmes sous Python parce qu'on ne pouvait pas utiliser le package premium que je vous ai présenté précédemment. Notre problème, c'est qu'en fonction de la valeur initiale du paramètre alpha, qui contrôle un peu le nombre de groupes non vides, on obtient un nombre de groupes qui diffère. Donc, selon si on a une valeur du paramètre alpha à 0,5 ou à 9,5 au départ, on a un nombre de groupes qui varie entre 5 et 8. Alors que pourtant, au sein des modes locaux, il n'y a aucun indice de non-convergence. À cause de ce problème, on a décidé d'enlever le sous-modèle d'attribution et de faire une estimation à nombre de groupes non vides fixés. Et on a donc fixé entre 5 et 8, puisque c'est le nombre de groupes qu'on a obtenu précédemment. Ensuite, on a comparé les 4 modèles qu'on avait, donc le modèle à 5 groupes, un modèle à 6 groupes, un modèle à 7 groupes et enfin le modèle à 8 groupes. On a calculé les critères de sélection de modèles DIC et aussi le critère de sélection WAIC. Et dans les 2 cas, les 2 critères de sélection sont plus faibles pour le modèle à 8 groupes non vides. C'est pour ça qu'on a choisi de présenter ce modèle-là, le modèle à 8 groupes non vides, même si on a comparé avec les autres modèles. Voici donc un exemple de résultat qu'on peut obtenir. Donc, j'ai représenté le nombre de mineurs qui étaient dans chaque groupe, le nombre de cas de décès par cancer du poumon au sein de chaque groupe, et bêta, c'est le coefficient de risque. Donc là, ça a été trié par ordre croissant de risque. Donc, les groupes les plus à risque sont à droite. On a détecté donc 2 groupes à risque significativement plus élevé de décès par cancer du poumon, 5 groupes qui ont un risque non différent de 0, donc qui n'ont pas un risque plus élevé, mais pas un risque moins élevé que les non exposés, et enfin, le groupe de référence qui n'est pas indiqué dans ces graphiques, c'est le groupe des mineurs qui n'ont pas été exposés au rayonnement ionisant. Ensuite, là, on a donc un graphique qui est très complet, qui permet une interprétation très riche des résultats. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut être un peu long, mais ça nous permet de caractériser chaque groupe individuellement. Donc, si on prend le groupe qui est le plus à droite, ici, donc on va voir que ce sont les mineurs qui sont le plus exposés au rayonnement gamma, au radon et aux poussières d'uranium. Et on peut faire ça pour toutes les caractéristiques d'exposition et pour tous les groupes. Là, j'ai succinctement représenté un peu les conclusions. On a pris juste les 2 groupes les plus à risque de décès par cancer du poumon. Le groupe G, qui a un excès de risque de à peu près 1,2, correspond aux mineurs qui sont très exposés, qui travaillaient avant la mécanisation, donc quand les conditions étaient un peu plus dures et les niveaux d'exposition plus élevés, qui ne travaillaient pas dans la mine de l'Hérault, qui étaient plutôt âgés pour leur première exposition et qui ont travaillé très longtemps. Le deuxième groupe le plus à risque, avec toujours un risque significatif, c'est le groupe F, avec un excès de risque d'environ 0,6, aussi assez fortement exposé aux 3 sources de rayonnement ionisant, plutôt qu'était Forer après mécanisation, qu'on travaillait pas comme Forer et avant la mécanisation, toujours qui ne travaillaient pas dans l'Hérault, mais cette fois qui étaient plutôt jeunes à la première exposition et encore une fois qui ont travaillé assez longtemps.
Donc, je vais présenter un exemple de cette classe de modèles, mais ça peut être utilisé, ça nous montre que c'est une méthode qui est assez prometteuse pour plus tard, parce que ça permet une interprétation riche de tous ces résultats entre un profil d'exposition et un risque de décès par cancer du poumon ou un autre risque de cancer. Nous, on a des problèmes de convergence vers des modes locaux, et donc il serait intéressant de comprendre si c'est à cause d'un manque de signal dans nos données ou alors de problèmes à cause de l'algorithme MCMC. Et enfin, il y a plusieurs limites dans notre étude, c'est qu'on a pris en compte l'exposition cumulée au total, alors qu'on pourrait imaginer prendre en compte les dynamiques temporelles d'exposition radiologique. On n'a pas pris en compte non plus le statut tabagique, qui est quand même très important dans le risque de décès par cancer du poumon, mais l'information n'était pas disponible pour la majorité des mineurs. Et ensuite, on n'a pas pris en compte les erreurs de mesure, mais ça, c'est une perspective pour plus tard. Merci de votre attention. Et n'hésitez pas à poser des questions sur la plateforme.